Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à cette édition de Scène de presse. Dominique Baya, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes commissaire divisionnaire et vous êtes le secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale. Bienvenue sur le plateau. Merci de m'avoir invité. À ma gauche, Sylvain Andjongo, qui est journaliste à Investir au Cameroun. Bonsoir, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci de m'avoir invité. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder et nous écouter ce soir. Bonsoir au secrétaire général de la DGSN. Sylvain, nous allons co-interviewer ce soir le secrétaire général à la délégation générale à la Sûreté nationale suite à l'inauguration du Centre national de production des passeports biométriques de Yaoundé. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Ferdinand Ngongo, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya et secrétaire général de la présidence de la République. Avec ce centre, c'est l'axe de la modernité dans la production des passeports qui est ouvert par le Cameroun. Mais peut-on pour autant dire adieu aux arnaques qui avaient cours dans le milieu? La fiabilité et l'efficacité seront-elles de mise? Question sur la table ce soir. Et puis, le grand débat dans un instant, notamment dans la deuxième partie de cette édition de Scène de presse, porte sur les frais d'APE au moment où des voix s'élèvent pour appeler au non-paiement obligatoire de ces frais. Pour une certaine opinion, cet argent permet de contribuer au fonctionnement des établissements scolaires. Pour une autre, par contre, c'est de l'arnaque pure et simple. Le choc des idées, c'est dans la deuxième partie de cette édition de Scène de presse. Mais avant, parlons donc de l'inauguration du Centre national de production des passeports biométriques de Yaoundé. Et c'est dans cette revue de presse que signe Franck Evina. Nous allons retrouver Franck Evina dans la deuxième partie de cette édition de Scène de presse. Et nous allons ouvrir le débat tout de suite ou alors l'échange tout de suite avec le secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale. Dites-nous, pour obtenir un passeport biométrique, un nouveau passeport, la police parle de 48 heures, les usagers parlent de 10 jours. Quels sont les délais? Merci, Madame Lucrèce. Je voudrais tout de suite dire que pour obtenir un passeport dans le nouveau système qui vient d'être mis en place, il y a un certain nombre d'étapes. Donc, il y a l'étape du pré-enrôlement. Cela veut dire que l'usager rentre dans le site passcam.cm. Il sélectionne le centre d'enrôlement, donc le commissariat à immigration ou le centre national de production des passeports biométriques qui vient d'être inauguré, ou l'un des commissariats à immigration qui sont installés dans les chefs-lieux de région, ou bien même l'un des postes diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger. Donc, il procède à cette sélection, il introduit ses données personnelles qui sont demandées, ainsi que son numéro de téléphone ou son adresse email. Il procède au paiement, il obtient un rendez-vous. Et à partir du rendez-vous, il se présente maintenant au commissariat à l'immigration après cette phase d'enregistrement en ligne. Alors, maintenant, il y a donc la deuxième étape qui est l'enrôlement. Ça veut dire que c'est le moment où l'usager se présente au commissariat à l'immigration qu'il a choisi. À ce niveau, il est reçu, il présente les documents nécessaires. On procède au prélèvement de ses empreintes et à la prise de photos. Et puis son dossier est envoyé à la production. Alors, je dois donc dire que entre le moment où il est reçu au commissariat à l'immigration, il se passe 48 heures au plus tard et son passeport est produit. Il est disponible au niveau du centre de production. Maintenant, après, il y a les délais d'acheminement de ce passeport parce que l'usager doit récupérer ce passeport dans le même centre où il a été reçu. Si nous avons bien compris, Sylvain et moi, ça veut dire que nous comptons 48 heures après l'enrôlement. Oui, 48 heures, c'est après l'enrôlement. Oui, donc enrôlement, c'est-à-dire après le moment où il a été reçu pour son rendez-vous. Est-ce qu'on peut avoir les délais de l'enrôlement de façon chiffrée?
C'est-à-dire l'enrôlement lui-même dure combien de temps? Et le pré-enrôlement même? Le pré-enrôlement, parce qu'il y a pré-enrôlement, l'enrôlement, ça prend combien de temps à peu près? Non, mais le pré-enrôlement se fait en ligne. Ça veut dire que sur votre téléphone portable ou bien dans un cybercafé, vous vous présentez et puis vous entrez dans le site passcam.cm, vous remplissez ces informations. Donc, il y en a qui peuvent les remplir rapidement, il y en a qui peuvent les remplir lentement. Ça doit certainement prendre peut-être une dizaine de minutes avec également l'étape de paiement en ligne et puis le choix de la date du rendez-vous sur le calendrier qui vous est présenté. Maintenant, mais par rapport à l'enrôlement lui-même qui se fait au niveau du commissariat à l'immigration, il dure à peu près une quinzaine de minutes. C'est-à-dire le moment qui suffit pour l'agent de vérifier tous les documents que vous avez présentés et puis de procéder au prélèvement de vos empreintes et puis à la prise de photos. Il y a une question quand même qui revient après l'étape de pré-enrôlement et de l'enrôlement. Est-ce qu'il est possible, parce que c'est pendant cette étape-là qu'on paye de façon numérique, c'est en ligne. Voilà. Est-ce qu'il est possible qu'après avoir déjà payé, que les documents soient rejetés au niveau de la vérification de ce dossier? Qu'est-ce qui est prévu au cas où les documents qui sont présentés physiquement, qui sont contrôlés physiquement, sont rejetés et alors qu'on a déjà payé? Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, le pré-enrôlement, on peut dire globalement, c'est une prise de rendez-vous. Parce qu'il faudrait qu'on a modernisé les choses, il faut que les procédures, il faut que les gens se présentent lorsqu'ils sont attendus et pour qu'ils soient bien servis. Donc, en réalité, c'est pour prendre rendez-vous, pour payer. Mais maintenant, lorsque vous arrivez à l'enrôlement, l'agent vérifie. S'il manque un document, l'agent va vous demander de pouvoir compléter. Donc, vous pouvez repartir et revenir compléter. Et si un document est totalement faux ou il est rejeté, qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'on peut rembourser? Il va vous demander, dire que le document est faux et donc il faudrait apporter le bon. Il n'y a pas de remboursement. Il n'y a pas de remboursement? Non, il y a une procédure. Le remboursement, c'est toute une autre procédure. Donc c'est prévu? Oui, c'est prévu. D'être remboursé? Oui, c'est prévu. On peut rembourser. Je voudrais qu'on reste quelques instants sur le pré-enrôlement et cette affaire de 10 jours dont on parle un peu partout. Est-ce que l'usager a la possibilité de modifier la date de ce rendez-vous? Est-ce qu'il a la possibilité de modifier le centre d'enrôlement s'il se rend compte que le centre dans lequel il a rendez-vous lui donne un rendez-vous, je ne sais pas moi, 2 ou 3 jours, 4 jours après? Est-ce qu'il a la possibilité de le faire? Oui, tout à fait. Il est peut-être important de préciser que lorsque l'usager procède au pré-enrôlement, il lui est possible de modifier une fois aussi bien le centre d'enrôlement que la date de rendez-vous. Il peut le faire une fois. Parlons de manière pratique. Un usager qui est à Yaoundé et qui fait le pré-enrôlement, qui voudrait peut-être être reçu d'ici la fin de la semaine et qui se rend compte que le commissariat ou le centre d'enrôlement de Yaoundé est surbooké jusqu'à la fin de la semaine, il peut modifier, choisir peut-être le centre de Bolova qui est à côté et puis voilà, s'il y a une disponibilité là-bas pour être reçu avant la fin de la semaine. Mais la modification, c'est une seule fois. C'est important de le préciser. Alors, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de presse pour écouter le secrétaire général à la présidence de la République qui représentait le chef de l'État, le président Paul Biya, à la cérémonie d'inauguration du centre de production des passeports biométriques de Yaoundé. C'était donc cette semaine. Nous écoutons M. Ferdinand Gangan en focus dans cette édition de Scène de presse. La construction du Centre national de production des passeports s'inscrit résolument dans le processus de modernisation de notre pays. Loin d'être une action isolée, cet édifice futuriste participe de la concrétisation de la vision du chef de l'État. Le programme politique, économique et social qui porte cette vision accorde une place de choix à la dématérialisation et à la simplification des procédures. En prescrivant la construction de ce centre, le président de la République a une fois de plus démontré qu'il est à l'écoute des préoccupations de ses compatriotes.
il a de nouveau administré la preuve, s'il en était encore besoin, qu'il est incontestablement un grand bâtisseur, comme l'attestent les nombreuses infrastructures récemment construites ou en chantier dans les domaines de l'énergie, de la santé et des routes. Je ne saurais oublier les infrastructures sportives et connexes. Monsieur le secrétaire général, dites-nous, est-ce qu'il y a un plafond de demandes par jour dans les différents centres? Est-ce qu'il y a un quota? Oui, je dois dire que on a procédé avant de lancer la mise en place effective du système à un état des lieux. Et donc une étude qui a permis quand même de plafonner les demandes par rapport à la fréquentation des différents centres. Ouais, donc c'est plafonné au niveau par exemple de Yaoundé, je crois qu'on est à peu près à 800 demandes par jour. Donc il en est de même à peu près pour Douala, mais c'est moins pour les autres centres. Donc on a tenu compte des statistiques habituelles de délivrance ou de demande de passeport dans les différents chefs-lieux de région. Alors, je voudrais que nous revenions sur les différents centres dont vous avez parlé il y a quelques instants. Quelqu'un qui est à Kolofata et qui voudrait se faire établir un passeport, ou quelqu'un qui est à Pretoria, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on va continuer de marcher avec des liasses de documents? Est-ce qu'il y a une sorte d'interconnexion, mais interconnexion entre quel centre d'enrôlement? Oui, Où sont ces centres? Est-ce qu'ils ont été domiciliés ailleurs? Est-ce qu'ils sont dans des commissariats? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Oui, déjà s'agissant des centres, je dois dire au niveau national, pour l'instant, des centres ont été aménagés au sein des commissariats émis-migration. Donc en réalité, ça se passe comme avant. Ça veut dire que l'usager qui est dans un chef-lieu de région, qui voudrait déposer sa demande de passeport, se présente au même commissariat émis-migration de chef-lieu de région où il avait l'habitude d'y aller. Donc ça n'a pas changé. Pour le cas de Yaoundé, pour l'instant, c'est le Centre national de production qui dispose également d'un espace pour recevoir les demandes des usagers. Mais maintenant, je dois également préciser que des centres d'enrôlement sont en construction dans les autres chefs-lieux de région, notamment à Douala et puis à Garoua. Ce sont des centres dont les constructions seront achevées certainement d'ici la fin de l'année. Et il est également prévu de construire d'autres centres d'enrôlement dans chaque chef-lieu de région, y compris dans la région du centre. La délégation générale à la Sûreté nationale a reçu des assiettes foncières de la part du ministère des Domaines et des Affaires foncières. Et donc, dans le cadre du partenariat, cela sera fait. À l'étranger, dans les postes diplomatiques et consulaires du Cameroun, au nombre de 46, ont été également aménagés ou sont en train d'être aménagés des postes d'enrôlement. Quand je dis sont en train d'être aménagés, ça veut dire qu'il y a une grande majorité de postes diplomatiques et consulaires qui sont déjà fonctionnels et d'autres, pour un certain nombre de raisons, notamment liées également au délai ou à la mise en quarantaine du Covid dans certains pays, donc ils sont également en attente d'installation. Et donc, si on comprend très bien, le même délai pour le pré-enrôlement, l'enrôlement et la délivrance des passeports est identique à l'étranger. Et puis, est-ce que c'est le même coût? Parce que là, nous sommes à l'étranger, est-ce que c'est le même coût au Cameroun? Le même coût? Le même coût, ça dit que 110 000? les 110 000 francs. Oui, le prix de 110 000 parce que ceux qui sont à l'étranger, déjà dans l'ancien système dans lequel le passeport coûtait 75 000, disaient déjà qu'ils payaient un peu plus cher qu'au plan national. Est-ce que à l'étranger, actuellement, on s'est assuré, quels sont les mécanismes qui nous permettent de nous assurer que ce sera le même prix qu'on va payer au Cameroun et à l'étranger? Non, en réalité, le prix du passeport, les droits de timbre sont officiels. Ils sont de 110 000 francs. Donc, il s'agit des droits de timbre. Ils sont de 110 000 francs, quel que soit le lieu où on se trouve, ou le poste. C'est ce qu'on doit payer. Donc, ceux qui sont, par exemple, en France, ils payent également les droits de timbre à 110 000 francs. Voilà. Ouais.
Tout à fait. C'est ce qu'ils payent lorsqu'ils font le préenregistrement en ligne. Ils ne payent pas plus que ça. Tout le monde paye 110 000 francs, puisque le prix est d'ailleurs stigmatisé. Sur le site, il n'y a pas une variété de prix. Donc, c'est 110 000, vous introduisez votre carte ou bien tout autre moyen de paiement, ou mobile, etc. Et puis, c'est 110 000 francs qui sont prélevés. Et vous nous précisez qu'il n'y aura pas de voyage pour venir déposer les documents comme ça se faisait avant? Non, le système, il est dématérialisé. Nous sommes dans un système moderne. C'est pour cela qu'on dit qu'on a modernisé le système. Ça veut dire que dès lors que vous êtes reçu dans un centre d'enrôlement, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger, instantanément, votre demande ou votre dossier de passeport est transmis au Centre national de production. Je dis bien instantanément, parce que tous les postes d'enrôlement sont interconnectés au Centre national de production des passeports. Oui. Donc, il s'est fini le transport des cartons de dossiers comme dans l'ancien système, qu'il fallait trouver un moyen à partir de Washington ou de Madrid ou de Paris pour envoyer ici à Yaoundé afin d'être exploité au niveau du centre de production. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette liasse physique de documents au niveau du Centre national de production de passeports pour traiter votre demande de passeport. Et c'est ça la nouveauté du système. Une question me vient à l'esprit. Au moment où le Cameroun adopte un nouveau passeport qui passe de 115 000 à 110 000 francs, il y a une volonté, une dynamique communautaire, parce qu'on parlait il n'y a pas très longtemps de passeport CEMAC, qui devait être commun à tous les 6 pays de la CEMAC, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Tchad, la Guinée équatoriale et le Gabon. Est-ce que ça ne fait pas désordre que le Cameroun puisse aujourd'hui adopter son passeport à lui? Est-ce que c'est le même passeport qui est dans les autres pays de la CEMAC? Et puis, la question du coût du passeport arrive au moment où on n'a pas véritablement... on n'a pas prévu que cette hausse surviendrait à ce moment-là. Et puis, quelles sont les raisons de cette hausse de coût qu'on observe avec le nouveau passeport? Bon, mais c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments de conformité qui, au niveau de la CEMAC et même au niveau de l'OACI, qui sont demandés aux pays dans le cadre de la fabrication de leur passeport. Mais ça ne voudrait pas dire que comme nous sommes dans le cadre de la CEMAC, peut-être tous les passeports doivent avoir les mêmes insignes, je ne sais pas, etc., comme par exemple pour le passeport camerounais que j'ai ici. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui sont exigés dans le cadre de la modernisation des titres de voyage. Par exemple, on demande que le passeport soit biométrique. Maintenant, ça dépend également du niveau de chaque pays. Il y a des pays qui avancent plus vite, comme le Cameroun qui est toujours à l'avant-garde en zone CEMAC, et puis il y a d'autres pays qui arrivent et qui vont également se conformer à cette directive-là. S'agissant maintenant du coût également, de 75 000 à 110 000. Le coût n'est pas uniforme entre les pays de la CEMAC. C'est chaque pays qui arrête le coût de son passeport. Donc le coût qui est donné au Cameroun n'est pas obligé de s'aligner au coût du passeport du Gabon ou de la RCA ou de tout autre pays. Mais qu'est-ce qui justifie cette augmentation au Cameroun? Beaucoup de choses. Je pense qu'en termes de coût, il y a d'abord l'investissement. Je crois que vous avez vu, tout le monde voit à travers le Centre national de production de passeports que le Cameroun a franchi un pas de géant. C'est un système véritablement moderne. Et puis également, il y a la qualité du service. On dit quand même qu'on vous délivre on produit votre passeport dans un délai de 48 heures. Il y a même la qualité du document. Il s'agit d'un passeport biométrique, il s'agit d'un passeport hautement sécurisé, et il s'agit même de l'un des passeports actuellement les plus sécurisés au monde. Ce n'est pas de la publicité, c'est de la réalité. Donc, il y a tous ces éléments-là, y compris également le retour sur investissement du prestataire, qui font quand même en sorte que je pense que le prix est largement justifié. Et puis, disons-le entre nous, combien est-ce que les uns et les autres dépensaient dans les circuits, les réseaux d'ANA de l'ancien système pour avoir leur passeport, et même pas dans des délais de 48 heures, le fameux passeport express. Je pense que on peut le dire. Oui, mais la question se pose, lorsqu'on parle de la CEMAC, le passeport camerounais est l'un des moins puissants dans la zone CEMAC. Lorsqu'on prend le classement 2018 et 2019 de Henley & Partners, un cabinet anglais qui classe les
la puissance des passeports en rapport avec l'accessibilité à certains pays où on n'a pas besoin de visa. Le Cameroun est classé 93e sur 106. Le Gabon, par exemple, dans la zone CEMAC, vient avant le Cameroun, le Tchad également. Mais leur passeport coûte moins cher au moment où notre passeport nous donne à peu près accès à une cinquantaine de pays, les autres sont à une soixantaine. Est-ce qu'à ce moment-là, le citoyen camerounais ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui justifierait bien la biométrie? On parlait de systèmes plus sécurisés, mais le nombre d'accès qu'il a dans des autres pays étrangers est bien moindre que les passeports qui coûtent moins cher. Est-ce qu'il y a un rapport qualité-prix? Non, mais attention, déjà au niveau, vous insistez sur le coût pour dire qu'on ne peut pas comparer le coût des passeports de deux pays. Parce que déjà, ces passeports ne sont pas fabriqués avec la même technologie. Ici, on a quand même un passeport qui est fabriqué avec la dernière technologie la plus innovante, qui est le polycarbonate. On a quand même un passeport ici qui est confectionné avec par gravure au laser. Je pense qu'ici, on peut le voir. Je pense, si vous regardez même les passeports dont vous parlez, il n'y a pas beaucoup de passeports qui ont quand même des caractéristiques. Mais selon des indiscrétions, il paraît qu'un téléphone portable peut effacer des données sur ces passeports. Non, je ne pense pas. Non, on n'a pas encore eu ce genre de témoignage. Non, je pense que... Alors, vous avez parlé vous insistez particulièrement sur la qualité de ce nouveau passeport. Il y a quelque temps, votre système avait été clowné. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre? Non, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Il y a un individu qui s'est amusé à créer un faux site. Et puis, comme nous avons un système de veille, on a très rapidement détecté cela et ce site a été fermé. Et on a saisi les instances compétentes pour... Oui, mais est-ce que ça ne pose pas également le problème de la protection des données personnelles? Vous l'avez très bien indiqué, vous-même, il y a un prestataire étranger qui s'occupe du pré-enrôlement et de l'enrôlement. Est-ce que ça ne pose pas un problème au niveau de la protection des données personnelles des Camerounais, que ce soit des étrangers qui manipulent les données des Camerounais? Non, puisque les bases de données sont installées au Cameroun. Les bases de données ne sont pas installées ailleurs. Mais l'entreprise, elle est étrangère. Non, mais l'entreprise est étrangère, mais l'entreprise preste au Cameroun. Oui. Tout le système de production de passeports est basé au Cameroun. La base de données de passeports est basée au Cameroun, y compris sa redondance. C'est basé au Cameroun. Mais c'est quand même un secteur de souveraineté pour rester dans la même mouvance que Sylvain Andjongo. C'est un secteur de souveraineté. On ne comprend pas pourquoi on a besoin d'un partenariat public-privé ouvert à l'extérieur pour réaliser ce genre de projet. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de le faire avec un prestataire local? Non, mais le prestataire est choisi sur la base d'un appel d'offres international. Ça veut dire qu'il est ouvert à tout le monde, y compris aux nationaux. Et le prestataire est choisi sur la base des thèmes de référence. Et donc, sa capacité à pouvoir satisfaire aux thèmes de référence. Ici, on est dans le cadre d'un BOT, d'un partenariat public-privé, ce qui présuppose qu'il doit s'agir d'un prestataire qui, au-delà de l'aspect technique, doit avoir les moyens de réaliser l'investissement à la hauteur de ce que le Cameroun souhaite. Donc, tout cela mis ensemble, ça n'exclut pas les nationaux et donc le prestataire a été choisi parce que c'est lui qui a le mieux satisfait aux conditions qui ont été déterminées dans le processus de désignation du prestataire par l'État du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vous permettez, nous marquons notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse, cette fois pour écouter le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, qui est également en focus dans cette édition de Scène de Presse. Le passeport est produit dans un délai de 48 heures à partir du jour et de l'heure de l'enrôlement du demandeur au centre choisi, que ce soit à l'étranger ou à l'intérieur du pays. Il n'est par conséquent plus besoin de partir de sa ville de résidence pour la capitale afin de souscrire aux formalités de demande d'un passeport
de rechercher des interventions ou de se laisser embarquer dans des réseaux d'arnaques ou d'escroqueries pour se faire établir un passeport au Cameroun. Monsieur le secrétaire général, vous nous avez parlé du passeport qui est sécurisé, qui est produit dans les meilleures conditions possibles, qui est produit après 48 heures. Et du coup, on a envie de vous demander qu'en est-il de la carte nationale d'identité? Il fut un temps où on avait ce document après, on le recevait après quelques semaines. Maintenant, il s'écoule des mois, parfois des années. On ne parvient pas à avoir ce précieux sésame. Que se passe-t-il? Où est-ce que ça coince? Même pour ceux qui cherchent à avoir ce document pour la première fois de leur vie. Que se passe-t-il? C'est d'autant plus que la CNI, la carte nationale d'identité, est un document primordial, même dans la confection, dans l'obtention, la délivrance du passeport. Il y a des citoyens qui font 1 an, 2 ans, 3 ans sans CNI. Comment ce sera possible pour ces citoyens sans carte nationale d'identité de pouvoir obtenir un passeport dans des conditions décrites comme plus haut? D'abord, il faudrait peut-être dire qu'en faisant la relation entre le passeport et la carte nationale d'identité, il faudrait dire que ce n'est pas dans tous les cas qu'on exige la carte nationale d'identité pour faire son passeport. Donc vous avez le cas des mineurs qui n'ont pas forcément besoin d'une carte nationale d'identité pour avoir leur passeport. Et puis il y a également les Camerounais qui résident à l'étranger. Il leur est exigé la carte nationale d'identité, mais on tient quand même compte qu'il y en a qui sont partis depuis plusieurs années, qui ne sont pas revenus parce qu'il leur est possible de faire la carte nationale d'identité que lorsqu'ils sont sur le territoire national, et donc ils peuvent présenter, par exemple, leur titre de séjour. Maintenant, il faut également dire que, s'agissant de la carte nationale d'identité en elle-même, je dois le dire que les difficultés, nous avons déjà eu à le dire à plusieurs reprises, que les difficultés que l'on rencontre, c'est vrai, qu'il y a quelques cas des Camerounais qui mettent du temps pour avoir le carte national d'identité. Mais la réalité, nous avons eu à le dire, et tout le monde la connaît, c'est qu'il y a beaucoup de Camerounais ou de demandeurs qui ont des incohérences entre les diverses demandes de passeport, de leur carte nationale d'identité. Ce sont des incohérences qui sont liées parfois aux éléments de filiation, qu'ils ont eu le temps de modifier entre la première carte et la deuxième, et qui, pour de multiples raisons, ne veulent plus se faire identifier sur la base de leur filiation authentique. Mais comme nous avons eu à le dire également, la police applique la loi. La police ne fait pas la loi. Il y a une réglementation en la matière qui dit que lorsqu'on constate que vous avez changé votre filiation, il faut accepter de vous faire identifier sur la base de votre filiation authentique, légitime. Sinon, on va se retrouver dans une situation où tout le monde peut se lever et choisir son identité, où vous allez demain vous allez vous présenter quelque part et demander une carte nationale d'identité à mon nom parce que vous voulez peut-être bénéficier de mes biens ou je ne sais pas de quoi d'autre. Donc, c'est ça la réalité aussi. Maintenant, il faut également dire que le système a permis, l'actuel système de la carte nationale d'identité a permis de sécuriser suffisamment la nationalité camerounaise, mais il est également d'une rigidité qui est telle que... Est-ce qu'il n'est pas trop rigide au point de tout transférer au contentieux? Il est rigide quand même sur un certain nombre d'éléments parce qu'il suffit d'une incohérence, par exemple, même sur votre adresse, pour qu'il renvoie votre demande au contentieux. Donc ça, on en est conscient. Et le chef de l'État a prescrit tout récemment encore de lancer un appel d'offres international pour également moderniser le système de... Avant de parler de la mesure prise par le chef de l'État, moi je voudrais qu'on s'arrête sur ces jeunes, ces nouveaux bacheliers qui ont 16 ans, qui ont 17 ans et qui veulent avoir leur carte nationale d'identité et qui jusque-là ne l'ont pas. On renouvelait le récépissé 2 fois, 3 fois et ça dure. Qu'est-ce qu'on reproche à ces jeunes-là? On ne peut pas, monsieur le secrétaire général, permettez, on ne peut pas totalement jeter la pierre sur les affaires des gens qui veulent truquer leur filiation ou qui veulent truquer leur nom ou leur âge de naissance ou année de naissance. C'est-à-dire qu'il y a des Camerounais qui, pour la première fois ou alors pour la 3e fois, veulent faire une carte nationale d'identité. Vous imaginez parfois très bien
un monsieur ou une dame qui a sa 3e carte nationale d'identité, mais qui ne l'a pas, et on lui dit à ce monsieur ou à cette dame qu'elle voulait changer d'âge ou de date de naissance à 50, 60 ans. On a des cas comme ça. On ne peut pas tout rejeter quand même sur la double identité ou des identités truquées. Il y a quand même un volet défaillance, même dans la production de la carte nationale d'identité. Oui, mais c'est-à-dire que j'ai dit qu'il y a un certain nombre de cas d'usagers qui traînent à avoir leur carte, mais je dis que ce sont des cas marginaux. Ça, c'est ce que je dis. Et puis, deuxième chose, ce que vous dites également, il y a une procédure qui est également mise en œuvre, c'est-à-dire que lorsque le cas que vous décrivez, quand un tel cas se présente, il y a une requête que vous pouvez déposer auprès du poste d'identification qui transmet ou bien au Centre national de production de titres identitaires et la requête est traitée. Sauf que ça traîne, monsieur le secrétaire général. Non, ce qu'il faudrait peut-être dire, c'est que il y a un certain nombre d'usagers qui préfèrent aussi, au lieu de déposer la requête, ils préfèrent se présenter au poste d'identification et continuer à faire valider leur récépissé. Ça aussi, monsieur le secrétaire général, est-ce que ça... Maintenant, et puis, il faut également dire qu'on avait eu un ralentissement, et nous l'avions dit, dans la production à cause de la livraison tardive des cartes d'identité vierges dues à la crise sanitaire, donc qui a entraîné un ralentissement dans certaines usines à l'étranger pour la production et la livraison des cartes vierges. Et c'est une situation qui est régularisée depuis un temps et on a repris avec la production normale. Et qu'est-ce qui permet aujourd'hui, si, imaginez un seul instant qu'on a Covid-20, parce que là on a Covid-19 et qu'on a Covid-20 ou Covid-21, et c'est un prestataire étranger qui doit fabriquer nos cartes nationales d'identité, également un étranger qui doit produire nos passeports, comment on fait? Non, mais c'est pour cela qu'on a demandé de moderniser davantage le système également de la délivrance des titres identitaires comme nous venons de le faire avec le passeport. Parce que dans le système de BOT qui a été négocié par le Cameroun en matière de passeport, il n'y aura plus, pendant toute la période contractuelle, il n'y aura plus de problème de pénurie de cartes, de carnets de passeport. Puisque l'approvisionnement va être constant, le stock également sera important, et c'est également la même chose que nous voulons faire au niveau de la carte nationale d'identité pour arrêter tous ces problèmes de livraison tardive, etc., et de logistique qui se posent. Donc je pense là également à ce niveau, ce système, l'appel d'offres qu'on lance pour la carte nationale d'identité pour renforcer la modernisation du système de délivrance des titres identitaires va permettre de résoudre tous les problèmes que nous sommes en train de poser. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant pour la délivrance, par exemple, de la CNI, la carte nationale d'identité, un identifiant unique, c'est-à-dire que si un individu s'est fait délivrer une carte nationale d'identité et que peut-être qu'elle est perdue, qu'on puisse la renouveler sur la base du numéro que l'individu avait déjà, et même pour la CNI, parce que le coût du passeport, lui, il a augmenté, mais la durée de validité est restée la même. Donc, 110 000 au bout de 5 ans, il faut renouveler, il faut payer les mêmes 110 000, et il faut recommencer la même procédure. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer à un moment un identifiant unique qui permet juste de renouveler le document lorsqu'il est arrivé à expiration ou alors lorsqu'il faut tout simplement le changer? Oui, mais ce n'est pas exclu. C'est pour cela qu'il y a un comité interministériel qui vient d'être mis en place pour élaborer les thèmes de référence. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui seront intégrés dans les thèmes de référence et ce que vous dites, c'est un élément qui peut être étudié. Maintenant, il faut quand même savoir également que ce qui est important aussi, c'est qu'il s'agisse des passeports ou de la carte nationale d'identité, ce sont des documents qui doivent exiger la présence physique de l'intéressé. Parce que si vous allez dans un renouvellement automatique, vous risquez de renouveler la carte nationale d'identité ou le passeport des personnes décédées et cela pourrait profiter à d'autres personnes. Alors, vous nous avez dit qu'il y a un comité interministériel qui a été mis sur pied, qui travaille, qui a même déjà produit un rapport d'étape. Vous nous avez parlé de cet avis d'appel d'offres international
qui a été lancé. Est-ce que vous pouvez garantir à tous ceux qui vous écoutent en ce moment que dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, l'obtention d'une carte nationale d'identité sera plus aisée, ce ne sera plus le parcours du combattant? C'est l'objectif. C'est l'objectif et c'est pour cela qu'on vient de mettre en place ce comité interministériel pour également s'appesantir sur la délivrance de la carte nationale d'identité. Après, maintenant, la question que vous me demandez, le comité interministériel travaille et après, mais ce n'est pas l'instance de validation. Donc, voilà. Mais on va de prestataire étranger à prestataire étranger, c'est-à-dire pour ce qui concerne la carte nationale d'identité, on est encore dans un prestataire. D'appel d'offres international. Et on nous avait déjà dit que lorsqu'on passerait à la carte informatisée, après ce n'est plus la carte informatisée, c'est la carte biométrique, après ce n'est plus la carte biométrique, à la fin on se perd. On se pose la question de savoir, est-ce qu'on ne change pas de prestataire juste pour changer, parce que la situation des Camerounais, elle ne change pas? Non. Déjà, quand on parle, vous avez parlé tout à l'heure quand on lance un appel d'offres, ce n'est pas parce qu'on dit que l'appel d'offres est international qu'il ne concerne pas les nationaux. Ça veut dire que c'est simplement pour dire qu'ils sont marginalisés. Non, c'est simplement pour dire que c'est un appel d'offres qui est ouvert. Et ce que l'administration veut, c'est la meilleure expertise possible. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il ne s'agit pas simplement de changer de prestataire. Il s'agit quand même de relever. De trouver le meilleur. De relever. Déjà, on relève quand même dans le fonctionnement du système actuel, on relève un certain nombre de difficultés. Et puis, donc, on décide en lançant le nouveau système, que ce système vienne corriger des anomalies qui sont constatées dans le système actuel. C'est ce qui est fait avec le passeport, par exemple, et tout le monde aujourd'hui est satisfait. Alors, vous avez parlé du passeport, c'est ce qui est fait dans le passeport aujourd'hui. Est-ce qu'on peut donc aujourd'hui dire adieu aux différentes arnaques qui avaient cours dans le milieu? Est-ce qu'on peut, vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas... Il n'y aura plus de passeport express, qu'il n'y aura pas d'enrôlement d'urgence, d'enrôlement de souveraineté. Est-ce qu'il y a fait une signature spéciale pour certaines personnalités? On a vu le secrétaire général de la présidence, d'après ce que nous a été dit à la télé, qu'il il a eu son passeport après 20 minutes. Vous avez parlé de 48 heures. Non, mais ça... Est-ce qu'il n'y a pas une différence de traitement? Non, ce n'est pas une question de différence de traitement. Quand on dit... Le passeport est produit en 48 heures, c'est le délai maximal qu'on vous donne pour la production. Et lui, il a eu en 20 minutes. Il y a quand même des gens ici à Yaoundé qui peuvent vous témoigner que lorsqu'ils se présentent au Centre national de production actuel de passeport, ils reçoivent le message 24 heures après indiquant que leur passeport est produit. Sur la base de quoi? Non, c'est-à-dire que je voudrais dire que quand on reçoit les demandes, dès le jour où on reçoit les demandes, on commence le traitement. Les demandes passent à la validation et au fur et à mesure que les demandes sont validées, elles sont transmises à la production. Donc, quand on dit 48 heures, ça ne veut pas dire qu'on attend 48 heures pour produire toutes les demandes qu'on a reçues il y a 2 jours. Ça veut dire si certains reçoivent après 20 minutes et d'autres après 48 heures, ça ne fait pas une différence quand même? Non, ça ne fait pas de différence. C'est-à-dire que 48 et on a dit, c'est le délai, on a dit vous avez 48 heures pour que votre passeport soit produit à partir du moment où vous êtes enrôlé. Mais ça ne veut pas dire que toutes les demandes qu'on va recevoir demain, lundi, voilà, demain lundi 30 août, on va attendre mercredi le 1er septembre pour commencer la production. Non, on va les traiter et on produit au fur et à mesure. Donc je pense que c'est ça qu'il s'agit. Oui, mais moi j'attends toujours que vous répondiez à ma question. Sur les arnaques? Oui, il n'y aura plus d'arnaques, il n'y aura plus d'enrôlement d'urgence, il n'y aura pas d'enrôlement de souveraineté, il n'y aura plus de passeport express. C'est terminé. Non, je pense que déjà au niveau de la délégation générale de la Sécurité nationale, on n'a jamais parlé de passeport express. Mais ça existe. Non, ça vient du quartier. Nous, on n'a jamais parlé de passeport express. Comment ça vient du quartier? Et puis, deuxième chose, le secrétaire général, ça ne peut pas venir du quartier? Non, le passeport express n'existe pas dans les textes de la Sécurité nationale. Mais il existe quand même. Il existe de fait. Il existe au quartier. Il existe au quartier. Mais il était récupéré à la DGSN? Non, mais la DGSN ne parle pas de passeport express. C'est au quartier qu'on parle de passeport express. Et je dis, le nouveau système a été mis en place pour corriger tous ces errements-là. Tel que le nouveau système de production des passeports est mis en place, il ne donne pas la possibilité aux usagers de se laisser arnaquer, sauf s'ils le veulent. Parce qu'il y a une intervention de tiers
qui n'est pas possible en dehors de la période de pré-enrôlement où quelqu'un peut peut-être vous aider à vous faire enrôler. Mais à partir de ça, vous n'avez pas besoin d'une quelconque intervention jusqu'au retrait de votre passeport. Tout le système est verrouillé tel qu'une intervention extérieure n'est pas nécessaire. Alors, vous parlez du retrait du passeport. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur cette opération lorsqu'on ne réside pas à Yaoundé? Est-ce qu'il est possible, par exemple, de faire retirer son passeport par une tierce personne lorsqu'on n'est peut-être pas disponible? Et ça, c'est moyennant quoi, par exemple? Bon, déjà, les dispositions qui sont prises sont telles que, justement, pour lutter contre ces arnaques, c'est que déjà, votre passeport, vous ne pouvez le retirer que là où vous avez été enrôlé. Tout à fait. En termes simples, si vous avez été enrôlé au commissariat à l'immigration du littoral, à Douala, il faudra retourner là-bas pour retirer votre passeport. Maintenant, en cas d'indisponibilité, vous devez délivrer au tiers une procuration dûment légalisée pour retirer votre passeport. Merci, Monsieur le Secrétaire général, pour tous ces éclairages que vous avez bien voulu nous donner ce soir. La deuxième partie de cette édition de Scène de presse s'appelle un débat sur les frais d'APE et nous allons écouter notre collègue Télésphore Babizo qui nous dit ce qui se passe dans ce secteur-là. On se retrouve dans quelques instants. Les associations de parents d'élèves et d'enseignants sont sur les braises. Elles existent beaucoup plus pour exiger les frais d'APE, s'inquiète l'opinion. Le débat devient houleux à la veille de chaque rentrée scolaire depuis plus de 20 ans. Chacun gueule, rien ne change par la suite pour autant. La population s'en sort encore plus confuse au fil des ans. Les frais d'APE ne sont pas obligatoires, disent les textes. C'est gratuit. Aucun enfant ne doit se voir reconduire d'une salle de classe pour défaut de paiement des frais d'APE. Par le passé, les pouvoirs publics ont démis des directeurs d'école de leurs fonctions suite à des dénonciations de Transparency International Cameroun. Cependant, présenter la réalité de la sorte est une approche mensongère. Les établissements scolaires souffrent d'un fonctionnement précaire. Le paquet minimum coïncide trop rarement avec les rentrées scolaires. Beaucoup d'enseignants ont leur paie grâce aux APE. Elles construisent des salles de classe face à la poussée humaine. Chaque parent a le devoir de contribuer à ces investissements. Des collèges d'enseignement secondaire se transforment en lycées, parfois bilingues, sans affectation d'un personnel additif. Des vacataires comblent ces vides et mérite un salaire. Il devient injuste de laisser son enfant suivre les enseignements sur des tables bancs plutôt achetés par d'autres parents. Jouer au petit malin consiste à tromper l'institution scolaire. Des parents d'élèves s'inscrivent au tableau de la roublardise à cause de la gestion des frais d'APE. Ils finissent souvent dans des poches privées. Les salles de classe annoncées ne voient pas le jour. Les enseignants reçoivent 3 salaires sur 12. Le matériel didactique utilisé provient du paquet minimum de l'année antérieure et reçu en août. Beaucoup se disent que les APE relèvent de l'enseignement public de manière exclusive. Même les établissements scolaires privés exigent déjà les frais d'APE. Des parents n'en reviennent pas toujours. Les établissements privés sont en soi des comptoirs individuels. Fort de cela, les frais de scolarité suffisent à leur fonctionnement et au bénéfice des promoteurs. Le débat sur la qualité des salaires des enseignants comparé au montant des écolages entre guillemets contredit l'exigence des frais d'APE dans l'enseignement privé. En réalité, la querelle sur les APE pose un problème de gouvernance. La notion d'APE est plutôt saine. Les parents accusés d'être démissionnaires ne suivent pas de près les pas de leurs enfants à l'école. Or, comme les élèves et les enseignants, les parents font partie du système scolaire. Leur implication est indispensable au fonctionnement harmonieux de l'école. Merci Télésphore Babizo pour ce tableau. Sur le plateau avec moi, Monsieur Jean-Roger Gérard Ndébi, qui est coordonnateur national de Women National Rights and Freedom Movement. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Madame Lucrèce Mbunga, bonsoir à Monsieur le Président des APE du Cameroun et bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. À ma gauche, vous l'avez déjà présenté, Monsieur Patrick Marius Ondondo, qui est donc président national des associations des parents d'élèves et des enseignants. C'est bien cela? Au Cameroun, bonsoir et bienvenue. C'est ça, bonsoir Madame la journaliste, Madame Lucrèce. Bonsoir à Monsieur Ndébi. Bonsoir aux millions de Camerounais qui sont des parents responsables en cette veille de rentrée scolaire. Des parents responsables, vous l'avez dit. Alors, Monsieur Ndébi, vous menez une campagne contre le paiement obligatoire des frais d'APE. Pourquoi? J'ai envie de dire,
Pourquoi ce boycott? Alors, merci madame. Il faudrait déjà d'entrée de jeu signaler qu'il ne s'agit pas d'un boycott. Il s'agit de rappeler le caractère facultatif et volontaire du paiement des frais d'APE, en rappelant qu'il n'existe aucune loi au Cameroun qui oblige un parent à être membre d'une quelconque association, fût-elle une association des parents d'élèves et des enseignants. Et de l'autre côté, il n'existe aucune loi qui autorise les présidents des bureaux d'APE ou bien les responsables des bureaux d'APE et les chefs d'établissement à conditionner l'inscription des enfants dans les établissements scolaires au paiement préalable des frais d'APE. D'où la campagne que vous menez. Bien évidemment. Alors, monsieur Patrick Marius Sondondon, vous estimez que cette campagne est purement démagogique? Oui, cette campagne ressemble à du populisme démagogique et anti-gouvernemental. Pourquoi? Parce que le problème des APE n'est pas né au Cameroun. Ce n'est pas une simple spécialité camerounaise. Les APE sont nés depuis, n'est-ce pas, les États-Unis, depuis le 19e siècle. Depuis le 19e siècle. On a cheminé en Angleterre. Ensuite, les pays francophones ont pris le relais. Donc, ce n'est pas une simple spécialité camerounaise. Il est, je crois, de bon ton pour un parent qui est censé être un parent responsable, lorsqu'il envoie son enfant à l'école, qu'il s'assure pour voir, n'est-ce pas, dans quelles conditions son enfant va à l'école, quelles sont les toilettes que son enfant fréquente, est-ce que la salle de classe, là où il est assis, est-ce que les tables bancs, il n'est pas assis par terre ou bien il est assis sur une table banc cassée, est-ce que la toiture, dans la salle de classe où il se trouve, est-ce que la toiture n'est pas déjà percée? Est-ce que le tableau Marius, est peint parce que dit la réglementation? Quelle réglementation? Sur cette question, sur les APE. Sur les APE, il faut que ce soit clair. Est-ce que le paiement est obligatoire? Que dit la réglementation? La réglementation est claire. Qu'est-ce qu'elle dit, la réglementation? Les APE sont les contributions volontaires des parents. Contribution volontaire, c'est-à-dire quoi? Contribution volontaire, c'est-à-dire que en début d'année ou à la fin de l'année, je vous l'ai dit, parce que c'est l'article 46 du décret 2001-041 du 19 février 2001 du président de la République qui précise cette disposition. Les frais d'APE sont des deniers publics et les frais d'APE sont des contributions volontaires. Il appartient aux parents de contribuer, n'est-ce pas, pour le bien de leurs enfants. Il n'est écrit nulle part. Je dis bien nulle part. Sauf si vous me démontrez le contraire, M. Ndébi ici, montrez-moi où c'est dit que les APE sont facultatifs ou obligatoires. Merci Madame Lucrèce. Je pense que le président vient de reconnaître. C'est écrit où? Officiellement. Lorsqu'on parle du caractère volontaire, alors voilà. Dans volontaire, donc, ça veut dire si le parent le veut. Ok? Le décret dont vous venez de signer reconnaît le caractère volontaire. Mais vous passez le temps à dire que c'est facultatif. Et maintenant, lorsqu'on parle de caractère volontaire, est-ce qu'il y a une notion d'obligation à volontaire? Bon, je vous explique. Pourquoi vous rendez ça obligatoire dans la pratique au sein des établissements? Attendez, je vous explique. Ce n'est pas une question de rendre ça obligatoire ou pas. Lorsqu'on parle de contribution volontaire, dans volontaire, il s'agit d'une faculté déterminante, d'une faculté agissante, et non d'une faculté nihiliste, c'est-à-dire qui ne veut rien. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas, si vous êtes un parent responsable, envoyer votre enfant à l'école sans lui donner les biens, sans lui payer les chaussures, sans lui donner... Ne parlons pas encore de la responsabilité des parents. Restons sur les voilà, APE. donc moi, je voudrais savoir comment comprendre que le paiement des frais d'APE ou bien les frais de scolarité soit conditionné par le paiement préalable des frais d'APE. Est-ce que c'est ce que dit la réglementation? Pourquoi, dans les établissements scolaires, on exige des parents qui présentent d'abord le reçu de paiement des frais d'APE avant de percevoir l'argent relatif aux frais de scolarité? Vous devez donc savoir que selon l'article 46 que nous avons dit, que ce sont des contributions volontaires et non tout ce qui est raconté partout. Première chose. Deuxième chose maintenant, l'organisation administrative de chaque établissement dépend, n'est-ce pas, des responsables de l'établissement.
À partir du moment où, dans un établissement X, je prends exemple le lycée de Vieux-Massy ou le lycée d'Éclair, les parents en fin d'année, ils font une assemblée générale. Ils disent que bon, en fonction des besoins que nous avons dans notre établissement, nous fixons le taux d'APE à temps. Dès lors que c'est fixé, tous les parents, ils ont fixé ça de manière volontaire. Nous allons revenir sur le montant. Voilà. Nous allons revenir sur ce montant. C'est ça. Moi, sur les modalités Voilà. de ces montants. La question que je vous pose à tous les deux sur ce plateau, c'est de savoir pourquoi les frais d'APE sont posés en exigence. Non, pourquoi le paiement des frais de scolarité est conditionné par le paiement des frais d'APE? Pas du tout, madame. Ce n'est pas conditionné. C'est ce qui se fait dans les faits, monsieur. On donne, monsieur le président, des APE. Pas du tout. C'est ce qui est. Je voudrais à la suite de administration. Chaque administration. Permettez, je vous ai suivi religieusement. Allez-y. La moindre des choses dans un débat. Alors, je voudrais à la suite même de cette question, parce que je dis, c'est ce qui se fait dans la pratique. L'inscription des enfants, des élèves dans des établissements scolaires est conditionnée par le paiement préalable des frais d'APE. Ce n'est plus facultatif comme vous êtes en train de le raconter. J'insiste à le dire. Maintenant, je vais vous poser une autre question, si vous permettez. Ne me posez pas les questions, vous répondez à mes questions. Voilà. Parce que je voudrais comprendre. Savoir. OK, la loi de 90. Les APE s'écartent-elles de la loi de 90? Vous posez une très belle question. Il y a au Cameroun ce qu'on appelle la liberté d'association. Vous comprenez? Et lorsque les parents se retrouvent quelque part, vous n'allez pas annihiler les efforts des parents. Mais quand vous dites les parents se retrouvent, c'est combien de parents qui se retrouvent? Oui, madame, si vous avez même des enfants à l'école... Il y en a combien qui se retrouvent et qui décident de ce montant-là? Oui, lorsqu'il y a réunion des parents, il faut que vous soyez là. C'est là-bas que ça se discute. C'est dans chaque établissement. Ce n'est pas au quartier. Mais vous avez dit que c'est volontaire. Donc, moi, parent, je n'ai pas l'obligation de prendre part ou d'être membre de cette association, tout comme je n'ai pas l'obligation de payer ses frais. C'est vrai que vous n'avez pas cette obligation. Alors, vous n'avez pas cette obligation. Mais est-ce que c'est normal que on paye les tables bancs, vous ne payez rien et votre enfant vient s'asseoir là? Est-ce que vous-même vous pensez que c'est bien? Est-ce que vous pensez que on refait la salle de classe, vous ne donnez rien parce que vous avez abandonné votre parent, votre enfant, parce que vous faites ce qu'on appelle la parenté irresponsable? Est-ce que Pourquoi vous pensez vous appelez ça parenté irresponsable? Oui, c'est la parenté irresponsable. Et qu'est-ce que vous faites des budgets de fonctionnement qui sont alloués par les budgets de fonctionnement, par l'État? Le budget de fonctionnement que le gouvernement donne, c'est un budget complètement minime. C'est souvent, si ça ne dépasse pas 5 millions. 5 millions, ça peut faire quoi dans un établissement où on a souvent des milliers de personnes, ou les simples vacataires. Ceux qui ont décidé d'attribuer... Vous posez une question, laissez-moi répondre. Oui, vous allez répondre. Ceux qui ont décidé d'attribuer ces 5 millions-là pour, je ne sais pas moi, pour le fonctionnement de l'établissement ne savent donc pas quels sont les besoins réels? Non, ça a beaucoup évolué, madame. L'éducation a beaucoup évolué. Dans le temps, il y avait des subventions, même dans les établissements privés. Dans les établissements privés et surtout dans les établissements publics. Mais, par la crise économique, l'évolution du monde a fait en sorte que, de plus en plus, il y ait certains domaines que le gouvernement... L'État, je crois qu'il fallait avoir ici peut-être le ministre des enseignements secondaires ou le ministre de l'éducation de base. Il pouvait, avec beaucoup plus de précision, n'est-ce pas, vous dire pourquoi est-ce que le gouvernement intervient jusqu'à un certain niveau. Et alors nous ne pouvons pas, comme vous êtes en train de le voir, nous ne pouvons pas, en tant que parents responsables, nous ne pouvons pas laisser que nos enfants fréquentent dans de mauvaises conditions. En même temps, je ne vous laisserai pas traiter les autres parents d'irresponsables. Non, moi je n'ai pas dit ça. Monsieur Déby, vous avez la Alors, parole. je remercie déjà le fait que Monsieur le Président des APE du Cameroun reconnaisse officiellement que le parent n'est pas obligé de payer ses frais d'APE. Je voudrais rappeler, parce que l'impression que des associations des parents d'élèves et des enseignants donnent à l'opinion nationale, c'est que le gouvernement ne fait presque rien ou bien ne fait suffisamment pas des efforts. Je vais vous dire, par exemple, pour cette année en ce qui concerne l'éducation de base, l'enveloppe réservée au paquet minimum est de 5 000 milliards et demi. Okay? À côté de ça, le gouvernement mettra à disposition dans les jours à venir le budget de fonctionnement. Le paquet minimum est généralement destiné aux maires dans les collectivités territoriales décentralisées. Et le budget de fonctionnement descend directement chez les inspecteurs d'arrondissement qui le dispatchent
au niveau des chefs d'établissement, c'est-à-dire les directeurs des écoles pour ce qui est de l'éducation de base. Tout à fait. Alors, l'enseignement secondaire reçoit les 5% des frais exigibles, c'est-à-dire les inscriptions et les frais connexes, c'est-à-dire frais d'examen et autres. Le gouvernement fait suffisamment des efforts. Maintenant, je reviens pour vous dire, parce que je suis content, parce que vous l'avez accepté ici, que ce n'est pas obligé pour un parent de payer ses frais. Nous rentrons là dans les APE entrent simplement dans le cadre de la loi de 90 qui consacre la liberté d'association et en même temps la liberté d'adhésion à une association. Rien ne peut être créer ou bien fonctionner au Cameroun sans être régi par des lois. Il ne faudrait pas que l'APE sorte de ce cadre-là et devienne un obstacle à l'éducation des enfants. Patrick Marius, je voudrais savoir, un parent qui a 4 élèves, 4 enfants dans un établissement scolaire, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie les frais d'APE par 4 également? Comment ça se passe pour lui? Oui, en principe, ça se discute. C'est généralement toujours en assemblée générale. C'est pour cela que c'est des décisions qui se prennent en groupe, en assemblée générale des parents. Il y a donc des parents qui posent ce problème. Et dans le cas d'espèce, très souvent, n'est-ce pas, on rappelle à ces parents que non, c'est vrai, vous avez déjà 4 ou 5 ou 6 enfants, mais sachez qu'ils sont dans des classes différentes et ils utilisent des professeurs différents, des professeurs vacataires différents qu'il faut payer. Ils utilisent des tables bancs différents. Si la table banc se casse, je crois qu'il faut donc respecter le fait que lorsque une décision a été prise en groupe, que cette décision n'est pas soit applicable à l'ensemble des élèves. Vous êtes parent d'élèves, vous avez 4 enfants au lycée de Nkwaban ou d'Oyomaban, où les frais, selon certaines études qui ont été menées et qui nous sont parvenues, les frais d'APE se lèvent à 47 500. Alors vous avez un enfant qui est en 3e, vous avez un autre qui est en 1er et un autre qui est en terminale. Et donc, vous multipliez 47 500 par 3. C'est vrai Est-ce que ça aussi, c'est de la responsabilité de la part de l'APE? C'est vrai que l'éducation a ceci de particulier, que l'éducation n'est pas écouteuse. Nous sommes d'accord, l'éducation est coûteuse. Et dans le cas d'espèce, parce que vous êtes un parent qui veille sur votre enfant, parce que lorsque vous avez un enfant, c'est ce que vous avez de plus cher. Les besoins sont fixés par les établissements et ce sont ces besoins qui conditionnent le montant des APE, vous comprenez. On ne fixe pas l'APE en fonction de la tête du client. 47 500, monsieur le Président national. Nous parlons donc là en termes de millions. Si nous avons 3 000 élèves laissez-moi aller jusqu'au bout. Ce n'est pas le montant qui peut nous effrayer parce que vous savez que nous sommes repartis au Cameroun. Il y a des gens qui préfèrent effectivement que leurs enfants fréquentent dans des établissements UP. Et ils prennent tout ce qu'il faut, dépensent tout ce qu'il faut pour que leurs enfants fréquentent bien. Sauf que là, nous parlons de lycée. Oui, là, nous parlons de lycée, mais c'est là où fréquentent nos enfants. Et nous n'allons pas laisser que des comportements démagogiques nous amènent à dire que non, 47 000 francs, c'est trop pour mon enfant. Non, pas du tout. Nous ferons chacun, n'est-ce pas, des efforts en fonction de ce que nous avons pour, n'est-ce pas, mettre nos enfants dans des dispositions particulières pour que les enfants puissent fréquenter. Monsieur Jean-Roger Ndébi, je voudrais vous écouter sur cette question. Oui, madame, merci de relever cet aspect parce que nous parlons de l'association des parents d'élèves et des enseignants. Quel est le rapport entre association des parents d'élèves et des enseignants et les élèves qui jouissent, eux, du droit à l'éducation et qui ne sont sur aucun angle membres de cette association? Pourquoi autant d'enfants, autant de contributions d'APE, alors que ce sont les parents, c'est-à-dire si je suis parent et j'ai 3 enfants, c'est moi qui suis membre de votre association. Quel est le rapport avec mon enfant ou bien mes enfants dans l'établissement? Ça ne devrait pas exister. Je comprends votre question. Pourquoi? Quel est le rapport entre les parents et les enseignants? Vous avez entendu parler de la loi sur l'orientation. Non, je dis parents et élèves. Ça, vous êtes dans une association. Pourquoi vous affectez l'éducation des enfants? Parce que je rappelle ici que même sans parents, l'État a la mission régalienne d'assurer l'éducation des enfants. C'est pour ça que je rappelle une fois de plus, ne donnez pas l'impression que le gouvernement ne fait rien. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par le gouvernement pour améliorer le taux de scolarisation au Cameroun et rapprocher l'éducation
des populations. Je voudrais que vous nous disiez, monsieur le président national de l'association des parents d'élèves, comment ces montants-là sont fixés. Une certaine opinion parle de collusion entre les bureaux des associations de parents d'élèves et les chefs d'établissement. Sur quelle base ces montants sont fixés? Quand on parle quand même de 47 500, c'est bien plus élevé que les frais de scolarité, c'est même bien plus élevé que la pension dans certains établissements privés. Voilà, lorsque vous avez fini de vous plaindre ainsi, laissez-moi donc vous expliquer. Non, je ne me plains pas, je vous pose des questions. Oui, c'est ça, laissez-moi donc vous expliquer. Répondez aux questions. Oui, allez, je vous pose la question et puis vous répondez, vous êtes là pour ça. Merci. Voilà, merci aussi. Les taux sont fixés en fonction des besoins des établissements scolaires. Exemple, nous sommes dans un établissement, Kondongo par exemple, au lycée de Kondongo. En début d'année, nous avons besoin peut-être de 25 vacataires. 25 vacataires payés selon un certain montant, payés tous les mois, payés pendant 10 mois, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un chiffre X. Maintenant, à côté des vacataires, parce que l'établissement doit fonctionner, il faut peindre les tableaux puisque nous sommes au début de l'année. Il y a combien de salles de classe? Il y a peut-être 52 salles de classe. Il faut peindre tous les tableaux. Il y a combien de tables-bancs qui sont cassées à l'établissement? Il faut réparer tous ces tables-bancs qui ont été cassés. Il y a combien de salles de classe qui peuvent couler? Il faut faire une sorte d'audit pour savoir combien peut coûter, n'est-ce pas, la réparation, la réhabilitation des salles de classe ou des toilettes. Lorsqu'on fait la somme de tout ça, on se réunit donc. On dit donc que la somme de tout ce que nous avons, effectivement, pour se repartir les risques ou pour se repartir la charge, on va donc fixer le taux en fonction, n'est-ce pas, des besoins que nous avons trouvés. Et ce taux que nous fixons, c'est pour régler les problèmes des enfants. On ne donne pas de l'argent pour que des responsables des parents d'élèves véreux ou des chefs d'établissement véreux puissent, n'est-ce pas, se mettre plein la poche pour se le partager. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Vous avez cité un certain nombre de postes de dépenses. Vous avez parlé des enseignants vacataires. Tout à fait. Lorsque le gouvernement crée un établissement quelque part, je crois que sur le principe, tout au moins, il y a des enseignants qui sont affectés dans ces différents établissements scolaires. Et en parcourant l'interview que vous avez accordée au quotidien Le Jour cette semaine, M. Jean-Roger Déby, vous sembliez dire que la présence des enseignants vacataires dans certains établissements publics est le fait des chefs d'établissement qui couvrent les enseignants régulièrement affectés et absents pour ouvrir les vannes ou tout au moins pour puiser dans la caisse des APE avec tout ce que cela comporte comme travers. Bien évidemment, madame, c'est un fait que nous avons constaté dans plusieurs établissements scolaires. C'est-à-dire le gouvernement prend la peine d'affecter dans ces établissements scolaires, comme vous l'avez si bien précisé, des enseignants. Et la plupart de ces enseignants ne partent pas prendre fonction de façon effective. Ils reviennent dans des villes pour faire des business et chaque fois, le chef d'établissement, le directeur de l'école primaire, confirme lors de l'élaboration de son rapport que monsieur ou madame, l'enseignant ou l'enseignante, est en poste. Par contre, devant les parents, on leur présente une autre situation selon laquelle il y a manque d'enseignants et il faudrait que les parents portent la charge du recrutement des enseignants vacataires ou personnels d'appui. Mais je voudrais préciser, au niveau des écoles primaires, madame, lorsque en ce qui concerne le recrutement des enseignants vacataires ou personnels d'appui, il faut noter et retenir que cette responsabilité incombe à monsieur le maire dans toute collectivité territoriale décentralisée. C'est pour cela qu'il est demandé au maire, à chaque maire, pas désormais, mais depuis 2001 au moins, avec le processus de la gratuité de l'éducation de base et l'accélération du processus de la décentralisation, il est demandé à chaque maire d'avoir ce qu'on appelle la carte scolaire. Cette carte scolaire permet de connaître normalement le nombre d'établissements scolaires que vous avez dans votre circonscription, sous votre charge, et en plus, quels sont les besoins en termes de personnel. Jean-Roger Déby, on pourrait quand même, dans un instant, s'il vous plaît, Jean-Roger Déby, on pourrait quand même vous opposer le rôle
j'ai envie de dire, primordial que les maîtres de parents ont joué pendant longtemps dans les établissements scolaires de l'arrière-pays, où des établissements étaient effectivement créés, mais il n'y avait personne pour s'occuper des enfants et les parents s'organisaient pour pouvoir assurer à ces enfants-là une éducation de qualité à travers les maîtres de parents et donc ils payaient eux-mêmes. Nous reconnaissons cela, madame, mais nous relevons de l'autre côté, qu'est-ce qui accentue cela? C'est cette supercherie, c'est cette complicité qu'il y a entre ces enseignants qui refusent d'aller dans les deuxièmes zones, dans les troisièmes zones du pays et qui donnent l'impression aux parents qu'il n'y a pas d'enseignants dans des établissements scolaires. Je voudrais dire ici, lorsqu'un établissement scolaire du primaire, par exemple, a à partir de 100 élèves, il a droit à 3 enseignants hormis du personnel administratif. C'est-à-dire que dans chaque école répertoriée au Cameroun par le ministère, nous avons près de 14 000 établissements scolaires du primaire et 5 000 établissements scolaires de la maternelle. Alors, ces établissements scolaires qui ont au moins 100 élèves en termes d'effectifs ont droit à 3 enseignants, hormis du personnel administratif. Alors, il est donc hors de question, madame. Lorsque nous avons mené des enquêtes, nous avons constaté que cette complicité est sur une chaîne bien étendue qui concerne les chefs d'établissement, les inspecteurs d'arrondissement et même des délégués départementaux. Parce que lorsque c'est un appât, c'est une ouverture pour faire augmenter la cagnotte des frais d'APE en donnant l'impression qu'il y a plus de besoins, alors que de l'autre côté, on reçoit des enveloppes de ces enseignants absents de leur poste, sans relever cela au niveau de la hiérarchie. Oui, je comprends effectivement. Je comprends ce qu'il dit. Oui, je comprends ce qu'il dit, mais je voudrais qu'il me donne un seul établissement scolaire, que ce soit dans le secondaire ou au ministère de l'Éducation de base, un seul établissement au Cameroun qui n'ait pas de vacataire. Donnez-moi le nom. Le tout n'est pas de ne pas avoir un... Non, j'explique un phénomène. Laissez-moi vous expliquer, vous avez déjà intervenu. D'accord. Il n'y en a pas, vous savez pourquoi? Parce que tous les établissements ont un besoin en enseignants. Parce que le gouvernement ne met pas assez d'enseignants à la disposition des établissements scolaires. Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas à leur poste aujourd'hui? Le gouvernement... Peut-être que ça dépend de... Le gouvernement fait ce qu'il peut, mais ce n'est jamais suffisant. Parce qu'il n'y a pas un seul établissement. Peut-être que ça dépend des établissements de la ville dans laquelle on se trouve. On sait par exemple que dans les grandes agglomérations, Yaoundé, Douala, les enseignants sont parfois en sureffectif. Le problème se pose ailleurs. Oui, nous sommes d'accord que les enseignants sont nombreux, mais en même temps, les effectifs sont nombreux. Les effectifs sont tellement nombreux qu'on a toujours besoin des enseignants vacataires. C'est pour cela qu'au Cameroun, il n'y a aucun établissement où il n'y a pas d'enseignants vacataires. Est-ce qu'il relève de la responsabilité des parents de recruter des enseignants vacataires ou bien du personnel de l'appui? Il relève de la responsabilité des parents de ne pas laisser leurs enfants fréquenter n'importe comment. Non, ça c'est un aspect de responsabilité. Vous relevez là la responsabilité citoyenne qui n'est pas une contrainte parentale. Mais non, vous n'allez pas dénier le fait que les parents soient suffisamment responsables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Un parent responsable ne peut pas laisser son enfant fréquenter dans de mauvaises conditions. Monsieur, permettez que nous marquions un arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour écouter les journalistes sur cette question des APE. Faut-il supprimer le paiement des frais d'APE? C'est une question que Igor Abanda a posée aux journalistes. Réponse dans la rubrique édito. Les associations des parents d'élèves sont devenues un peu comme des regroupements, je ne vais pas dire d'arnaque, mais je pense que c'est à peu près cela, de rançonnement même des parents d'élèves dans des établissements scolaires. Parce que si on parle de contribution volontaire, on ne peut pas conditionner le recrutement ou bien l'inscription d'un enfant dans un établissement par le paiement des frais d'APE. Et je crois que c'est ce que nous observons dans les établissements scolaires aujourd'hui. Et donc, s'il ne faut pas suspendre, il faut tout au moins recadrer le fonctionnement des associations des parents d'élèves. Il est impératif qu'on réorganise le mode opératoire autour de ces frais. D'abord, qui sont sans cesse galopants, mais ensuite, qui sont presque entièrement contrôlés par l'administration scolaire. De plus en plus, il ne s'agit plus seulement de l'association des parents d'élèves, mais de l'association des parents d'élèves et des enseignants. Du coup, dans le nombre d'associations, ce sont les enseignants qui dirigent, alors que parfois ils n'ont même pas
d'élèves dans l'institution scolaire concernée. On sait dans quel contexte ces associations de parents d'élèves sont nées, mais seulement l'autonomisation des populations ne donne pas la voie à la surenchère. Ces taux sont pour le moins exorbitants. Les chefs d'établissement ont même assujetti cette condition-là à toute inscription préalable. Vous comprenez que l'école devient finalement l'affaire des riches. Patrick Marius Ondondo, vous avez parlé de ce à quoi, des différents postes de dépenses des frais d'APE. On a parlé des vacataires. Vous avez parlé également des bâtiments dans lesquels les enfants fréquentent. Alors, nous avons reçu ce message qui nous vient d'un parent d'élève dont les enfants fréquentent le lycée bilingue de Nkwaban. Je vous lis tel quel. Concernant le problème de l'APE dans les établissements scolaires cette année, vraiment, c'est déplorable. Nous vous dénonçons ici le cas du lycée bilingue de Nkwaban à Yaoundé où l'APE s'élève à 47 500, soi-disant 27 500 APE et 20 000 frais de construction. Depuis que mon enfant est dans ce lycée, bientôt 4 ans, pas un seul bâtiment construit. Et chaque année, l'APE ne fait que grimper. Il faut revoir tout cela. Je vous remercie. Alors là, c'est des choses, c'est des nouvelles graves. Quand il y a des choses comme ça qui se passent, généralement, en ce qui concerne les responsables d'APE, depuis que je suis là comme président 2 ans, c'est-à-dire que si je me rends compte que dans un établissement, il y a un responsable d'APE qui est véreux, je suis obligé de saisir l'autorité administrative du coin pour trouver, n'est-ce pas, une solution, pour voir dans quelle mesure donner, n'est-ce pas, une sanction à ce président d'APE. Dans le cas d'espèce, il est inadmissible. Il est inadmissible que des parents cotisent de l'argent pour un projet et que ce ne soit pas réalisé et que personne, n'est-ce pas, n'en parle. Qu'on vient d'apprendre ça ici, c'est des choses condamnables, c'est des choses que moi particulièrement je dénonce. Et je voudrais juste profiter de ça parce que l'occasion m'est donnée. C'est pour cela que nous savons que il y a beaucoup de méconnaissance des textes de la part des parents qui deviennent responsables d'APE. Nous avons mis sur pied une plateforme digitale des parents désormais qui sera opérationnelle d'ici quelques jours pour l'ensemble des parents responsables des APE pour mettre à leur disposition des livres numériques, des livres qui font, n'est-ce pas, la compilation des textes réglementaires, des textes régissant le fonctionnement des APE, des guides de gestion administrative, financière et comptable, et l'ensemble de ce qu'ils doivent savoir pour avoir des outils. Des outils, n'est-ce pas, des outils de travail. C'est entendu, M. Ndébi? Oui, madame, je vous passe déjà ce document. Je voudrais dire que l'assiette même de la collecte des fonds de l'APE s'est élargie parce que nous avons ici le lycée bilingue de Macaque dans le département de Nyon-Ikele. L'arrondissement, oui. Lycée bilingue de Macaque, arrondissement, département de Nyon-Ikele, région du centre. Nous parlons du reçu. Ces documents sont identiques. Oui, authentique, tout à fait. On peut vérifier. Alors, le reçu de paiement des frais d'APE, nous constatons qu'il y a d'autres rubriques. Il y a appui pédagogique 5 000 francs, appui à l'enseignement des TIC 15 000 francs, livret médical 1 000 francs, carnet de liaison 1 000 francs, frais reprographie 1 500, frais photo 1 000 francs, etc. Je voudrais savoir, c'est quoi? Est-ce que l'enseignement de l'informatique ne fait plus désormais partie du curricula d'enseignement comme l'espagnol, la géographie, l'instruction, l'éducation à la citoyenneté et autres? Pourquoi taxer ça autrement? Pourquoi les responsables des bureaux d'APE de connivence avec les chefs d'établissement se donnent le malin plaisir de taxer ça autrement comme frais à part à verser hors de ce qu'on appelle frais exigibles? Je crois qu'il doit y avoir des extrapolations. C'est que quand il y a des extrapolations, il faut dénoncer. Et nous sommes d'accord lorsque nous constatons nous-mêmes. Et moi, je vais me faire mener une mission. Je vous en donne copie, monsieur. Je vais faire une mission, n'est-ce pas, du Bureau national là-bas, pour savoir exactement de quoi il est question. Les frais informatiques, on sait que le principe général, le principe partout au Cameroun, les frais informatiques, c'est 5 000. Vous comprenez? Qu'est-ce qui a fixé ce taux? Je crois que dès le départ, pour booster la demande, pour booster la demande informatique, pour booster la connaissance informatique, dès le départ, depuis près de 15 ans déjà,
Et les prestataires qui avaient commencé avaient trouvé une solution avec. Alors c'est juste une initiative des associations. C'est juste une initiative des associations d'APE comme ça qui n'est encadrée par aucun loi. C'est avec les ministères, avec le ministère. Est-ce que la convention a été faite. Monsieur Marius, qu'est-ce qui encadre Patrick Marius, est-ce que vous n'avez choses? pas le sentiment à un moment donné que les APE outrepassent leur rôle? Non, ce n'est pas ça. Il n'est pas question de ça. Je vous l'ai dit que les APE doivent fonctionner en fonction des besoins qui sont exprimés. Pas plus que ça. Alors, lorsqu'il y a beaucoup d'autres choses, nous ne pouvons pas non seulement être d'accord, mais nous ne pouvons pas encourager ce genre de comportement qui n'est pas de nature. Je voudrais également vous relayer une autre question qui nous vient d'un téléspectateur qui ne comprend pas pourquoi il revient aux parents de payer les primes des enseignants et surtout lorsqu'ils se rendent compte qu'ils font le constat qu'en payant ces primes, 80% de ces primes reviennent plutôt au personnel administratif et non aux enseignants. Non, les primes des enseignants, en principe, parce qu'il faut toujours parler du principe. Les primes des enseignants sont payées par les contributions exigibles. Il y a des rubriques, et le chef d'établissement, il sait comment puiser pour payer, pour repartir les primes, n'est-ce pas, parmi tous ces enseignants. Maintenant, ce sont les responsables des APE qui demandent aux parents de payer ces primes. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues présidents des APE qui obligent les parents désormais à payer les primes? Sauf que là, ça ne peut pas être vrai. C'est ce qui se fait sur le terrain. Ça ne peut pas être vrai. Sauf que là, il nous revient effectivement que c'est les associations de parents d'élèves qui payent ces primes-là. Disons même les parents. Non, disons que c'est à ces moments que vous pouvez donc parler d'outrepasser les compétences. Il y a beaucoup d'aspects. Il faut que les choses soient claires pour tout le monde, en commençant par nous. Il y a un montant qui est fixé. Il faut que nous, les parents, nous payons ce montant. Quel est ce montant? Si vous pouvez le dire officiellement ici, quel est le montant? Le montant, c'est en fonction des besoins des établissements. Oui, qu'est-ce qui encadre ça? Parce que nous voulons savoir, vous avez vu sur ce reçu, reprographie, qu'est-ce que vous entendez par reprographie? Lorsque le bureau d'APE demande aux parents de payer la reprographie au sein d'un établissement scolaire, alors que les frais exigibles que les parents payent déjà couvrent tous ces besoins. Finalement, l'APE se substitue même au conseil d'établissement. C'est très dangereux parce que c'est le conseil d'établissement qui, en premier, définit le cadre des activités d'accompagnement, c'est-à-dire les projets et autres au sein de l'établissement. L'APE ne vient qu'en appui et de façon volontaire. Réitérons ça une fois de plus. Voilà, l'APE, effectivement, est fait de manière volontaire, merci. Pas de manière facultative, comme vous étiez en train de le dire. Alors, c'est le conseil d'établissement qui entoure. C'est le conseil d'établissement qui entoure le fonctionnement de l'APE dans un établissement. Vous comprenez? Et c'est le conseil d'établissement qui devait être, n'est-ce pas, la première structure ou institution à prendre des dispositions pour ne pas mettre les parents en difficulté. Quelle serait la position des chefs d'établissement? On va marquer notre arrêt, si vous permettez. Quelle est la position des parents? Si vous permettez, Monsieur Ndébi, si vous permettez, on va marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse. La rentrée, c'est dans un peu plus d'une semaine. Merci, un peu plus d'une semaine. Les parents responsables le savent. Les parents responsables le savent, mais il y a un mouvement de grève qui a été annoncé par certains syndicats des transports et l'interprofession a tenu à se désolidariser de ce mouvement et à rassurer toute la communauté éducative que le 6 septembre prochain, il n'y aura pas de grève. Nous les écoutons dans ce focus. Il n'y aura pas de grève. Ça, c'est évident. Il n'y aura pas pour la simple et unique raison que l'initiateur de cette malencontreuse initiative est quelqu'un de connu dans le secteur. C'est quelqu'un qui n'est ni transporteur. L'intersyndical dont il prétend être le coordinateur n'existe nulle part dans le dossier des greffes du syndicat. Le greffier du syndicat l'a fait prévaloir clairement. C'est quelqu'un qui est un vrai irresponsable pour la simple et unique raison que, voyez-vous, il a choisi la date du 6 pour dire qu'il y aura grève. Le 6, c'est, à notre connaissance, la rentrée scolaire. Donc, il a donc un dessin caché. Malheureusement pour lui, ça ne peut pas mordre. Lui qui n'a ni carte grise de camion, ni carte bleue, ni agrément de transport en zone CEMAC, parce qu'il faut d'abord non seulement être un transporteur sur le plan interne, mais avoir un agrément en zone CEMAC et puis être en règle
d'une part vis-à-vis de l'administration de transport et d'autre part vis-à-vis de l'administration fiscale avant de prétendre parler au nom de la profession. C'est pour cette raison que nous convenons avec, nous sommes tous d'accord que c'est un pétard mouillé. Nous savons tous qu'il n'y aura rien comme grève le 6. Alors, il n'y aura pas de grève le 6. Le message est bien passé. Monsieur Patrick Marius Ondondo et Monsieur Jean-Roger Ndébi, on va finir par là sur cette question des APE, des frais d'APE. Quel est, selon vous, le bien fondé de ces frais, ou alors comment les utiliser de manière à ce que toute la communauté éducative en soit fière? Oui, ça c'est une très bonne question. C'est la meilleure question qui soit. Je crois que c'est le questionnement que... Toutes les questions sont bonnes, monsieur. Oui, c'est le questionnement que... Il n'y a que de bonnes questions, il y a de mauvaises réponses. C'est le questionnement que chaque responsable d'APE, cette question que vous posez, chaque chef d'établissement doit avoir en tête de manière permanente. L'argent que nous donnons, que nous mettons à la disposition on vous accuse de collusion parfois avec les chefs d'établissement. C'est des dérapages qui sont arrivés. C'est pour cela que nous dénonçons nous-mêmes. Lorsqu'il y a collusion, nous mettons cet argent pour que nos enfants fréquentent dans de bonnes conditions. Pour que nos enfants, plus tard, n'est-ce pas, aient tous les outils nécessaires pour être de bons Camerounais, de bons patriotes. C'est la raison pour laquelle nous avons également mis sur pied ça que je vais vous remettre. C'est ce qu'on appelle la carte patriotique. Cette carte patriotique qui exalte, n'est-ce pas, les idées patriotiques, la devise nationale, le vivre ensemble et ça fera l'objet, ça fera l'objet peut-être d'un autre traitement sur ce plateau de scène de presse. Je voudrais écouter monsieur Jean-Roger Ndébi sur cette question. Est-ce qu'il y a selon vous des astuces pour utiliser cet argent-là de manière à ce que toute la communauté éducative en soit fière, ou alors il faut, comme vous le soutenez dans votre campagne, supprimer le paiement obligatoire des frais d'APE? Est-ce que vous maintenez votre position? Bien évidemment, et je suis fier parce que au sortir d'ici, le président national des APE a reconnu le caractère volontaire du paiement des frais d'APE. Exactement. Et ça veut dire que le parent n'a aucune obligation à payer ses frais. Et ça veut dire que le chef de l'établissement n'a aucun droit de conditionner l'inscription de l'enfant par le paiement préalable des APE. Nous pensons que quand bien les parents décident de se réunir dans le cadre de la loi de 90 pour créer une association appelée Association des parents d'élèves et des enseignants, cette association le fonctionnement de cette association est régi par des textes et des lois, c'est-à-dire que même des décisions, des arrêtés ministériels ont été signés dans ce cadre-là pour organiser la gestion des fonds des APE. Malheureusement, les responsables des bureaux d'APE et les chefs d'établissement véreux se donnent le malin plaisir de faire de ces fonds publics ce qu'ils veulent. Nous allons, de cette édition de scène de presse, faire un arrêt du côté de l'extrême nord où des affrontements ont eu lieu il y a quelques semaines entre Arab-Choua et Mousgoum. Aujourd'hui, le gouverneur de la région nous dit que tout est rentré dans l'ordre. Le chef de l'État a envoyé de ce côté-là du matériel de première nécessité pour permettre à tous les Camerounais qui ont été victimes de ces affrontements de rentrer, non seulement de rentrer chez eux, mais également de retrouver une vie normale. Le point de la situation avec le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari. La situation est calme. Les esprits sont apaisés. La situation est sous contrôle. Une commission a été mise sur pied pour recenser les victimes. Et nous avons pu dénombrer 12 526 personnes qui ont été touchées dans 40 villages. La plupart de ceux qui avaient traversé la rivière Logone pour se retrouver au Tchad sont revenus chez eux. Depuis que nous sommes descendus
le même jour, beaucoup sont venus massivement remettre aux forces les armes blanches, les armes d'assaut. Ils ont décidé que ça relève du passé. Ils ont vécu depuis des millénaires dans ces endroits-là en frères. Désormais, tout le monde regarde vers l'avenir. Chacun s'est apaisanti à leur prêcher la paix. Et nous leur avons rappelé les principes cardinaux des différents mandats du chef de l'État. Ils sont le vouloir vivre ensemble, l'intégration nationale, la paix, l'apaisement, l'entente et la cohésion sociale. L'ennemi du Cameroun aujourd'hui, c'est la pauvreté. L'ennemi du Cameroun peut être dans ce secteur Boko Haram. Nous devrons nous mobiliser pour barrer la route à la pauvreté et à ces hors-la-loi qui veulent créer la panique et tout autre dysfonctionnement dans notre région. Voilà les mots sur lesquels nous nous sommes basés. Et beaucoup ont compris. Parce qu'avant que nous descendions, chacun avait son arme, c'était sur le qui-vive. Mais au retour, les armes nous ont été remises et c'était la paix, les embrassades et tout ce que vous pouvez imaginer. Puisse-t-elle cette paix perdurer? Nous verrons dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, s'il sera possible, avec le concours de tous les connaisseurs, j'ai envie de dire, de tous les historiens, de faire une émission sur ce sujet brûlant de notre actualité dans la région de l'extrême nord. En attendant, nous retrouvons Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir, Daniel. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à tous avec l'actualité en plus gai pour commencer avec Cameroun Tribune, staff des Lions Indomptables, on veut la CAN. Le sélectionneur Antonio Conceição et ses adjoints François Omambiik et Jacques Songon ont signé vendredi dernier un contrat de 2 ans avec comme objectif la victoire à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et la qualification pour le mondial 2022, coopération transfrontalière Cameroun-Nigeria. Quelle politique pour quel résultat? Le regard de Jean Atangana en perspective de la 8e session du comité de sécurité transfrontalière à Abuja du 23 au 26 août dernier. Puis carte jeune biométrique au Cameroun, déjà 10 107 jeunes enrôlés, c'est-à-dire donc dans le journal Le Quotidien, The Guardian Post Daily, who will celebrate his 20th anniversary next Friday, September the 3rd. Trafficking of arms to Northwest and Southwest, 30 years jail term hangs over 3 suspected Amba supporters in US. L'économie report rencontre des entrepreneurs francophones, ce que les patrons camerounais ont dit à Paris. Ils y ont séjourné du 24 au 26 août 2021 à l'invitation du Mouvement des entreprises de France, le MEDEF, occasion d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires. Éco-Matin, décentralisation, régions et communes espèrent au moins 595 milliards de francs CFA en 2022, également frais de scolarité et d'examen. Vous en parliez tout à l'heure. Un nouveau marché pour 6 opérateurs financiers. Vous en saurez plus dans le journal Éco-Matin. Et puis, intégration CEMAC-FMI, le New Deal, programmé sur 36 mois. Les 10 accords sont conditionnés par l'entrée rapide et simultanée des 6 États de la sous-région dans les fichiers de l'institution financière. Mutation à la une, Hortense Marie Bella en portrait. Ma galère ivoirienne, c'est un témoignage, est incarcérée depuis 10 mois à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA, pour des raisons jugées arbitraires et s'estimant abandonnées par l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. 7 Camerounaises implorent dans une lettre ouverte l'intervention du chef de l'État. Vous en saurez davantage si vous vous procurez le journal Mutation ce lundi. Ce n'était pas abondant aujourd'hui, mais voilà pour l'essentiel que nous avons reçu et que nous avons pu vous transmettre aujourd'hui, Lucrèce.
Merci Daniel Menanga. Je ne vous sais pas très en forme, mais vous avez tenu à être là ce soir. Et merci également à tous les directeurs de publication qui nous font confiance. On espère que la semaine prochaine, la moisson sera encore plus abondante. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.